avec Marie Guerrier pour le journal. Bonjour Marie. Bonjour Yves, bonjour à tous. Personne n'est vraiment sorti vainqueur du dernier débat de la primaire et de la droite. Oui, vous le disiez à l'instant, un sondage de fin d'émission donne la faveur à Alain Juppé, un autre sondage à François Fillon. Un débat marqué par la très vive réaction de Nicolas Sarkozy quand il a dû répondre à une question sur le financement supposé de sa campagne 2007 par de l'argent libyen. Dans l'actualité... Le dernier débat télévisé avant le premier tour de la primaire de la droite est apparu beaucoup plus convenu que les précédents. Alors il a été question de la politique étrangère de la France, de l'état de l'Europe, de l'éducation. Bonjour Dominique Tenza. Bonjour. Les trois candidats en tête des sondages, Juppé, Sarkozy, Fillon, ont évité les attaques trop frontales. On va y revenir dans un instant. Il y a d'abord cette scène entre Nicolas Sarkozy et David Pujadas, le moment le plus tendu de la soirée. Oui, alors que le journaliste interroge les candidats chacun leur tour sur des thèmes d'actualité, l'ancien président a droit, lui, à une question sur les affaires. A-t-il financé sa campagne de 2007 avec l'argent de la Libye, comme l'affirme l'homme d'affaires Ziad Takieddine? Une question à laquelle Nicolas Sarkozy ne s'attend manifestement pas. Quelle indignité! Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. La colère froide de l'ancien président et un réel moment de tension sur le plateau. Et sur le débat proprement dit, Dominique, chacun est finalement resté sur ses rails. Oui, alors qu'on aurait pu s'attendre, vu les sondages très serrés, à davantage de prise de risque de la part notamment des trois favoris, Juppé, Fillon, Sarkozy. Or, ils sont restés fidèles à la stratégie développée depuis le premier débat qui consiste à se placer au-dessus des petites altercations, peut-être pour ne pas trop s'abîmer. Il aura fallu attendre presque 2 heures, dommage pour les couche-tôt, 2 heures avant d'assister à la première confrontation directe Juppé-Sarkozy à propos de l'immigration. Écoutez. Avec Alain, je pense que nous avons une autre divergence. Je pense qu'il ne mesure pas l'incandescence de la colère à propos des phénomènes migratoires. Je voudrais simplement dire à Nicolas que ramener le problème des flux migratoires à celui du regroupement familial, c'est vraiment prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Vous l'entendez, ce n'est pas non plus très violent. La vraie confrontation, hier soir, elle avait surtout lieu entre candidats et journalistes, ce qui a parfois donné l'impression d'une véritable cacophonie. On va maintenant passer aux questions de société, Jean-Pierre. À tout à l'heure. On puisse parler, Laurent. Très rapidement, Vous êtes en train de nous couper la parole sur des sujets absolument fondamentaux. Voilà, difficile parfois de s'y retrouver. Au final, les trois favoris restent les mêmes. Juppé, Fillon, Sarkozy dans un mouchoir de poche alors que la campagne officielle se termine ce soir à minuit. Dominique Tenza du service politique d'RTL. Jean-François Copé, à la sortie du plateau, a jugé le débat intéressant. Chacun a pu dire un peu ce qu'il avait sur le cœur et se montrer tel qu'il est surtout. Les solides sont solides, comme je dis dans ces cas-là, et puis les fragiles sont fragiles. Donc c'était intéressant de voir cela, et puis ça m'a permis en tout cas de dire aux Français ma passion pour le projet que je défends pour eux, celui d'une droite décomplexée qui rétablirait le commandement, l'esprit de décision. Maintenant rendez-vous dimanche. Cette fois ce sera plus les sondages, ce sera pas les commentaires de presse, ce sera les électeurs. Jean-François Copé, micro RTL de Jacques Serret. Nathalie Kosciusko-Morizet s'est démarquée à la fin de ce débat en reconnaissant qu'elle n'allait pas remporter la primaire et en moquant ses adversaires qui ont tous proclamé à un moment ou à un autre qu'ils allaient gagner, même s'ils savaient que c'était faux. L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, donne sa voix à François Fillon. Il explique au Figaro que c'est un homme sérieux et honnête, qu'il croit ce qu'il dit et fera ce qu'il dit. Alors, dimanche sur RTL, une soirée spéciale, un premier tour de la primaire de la droite et du centre, de 20h à 23h, présenté par Marc-Olivier Fogiel, avec bien entendu notre service politique, les éditorialistes, beaucoup d'invités également. Et je vous rappelle que ce matin, nous attendons vos réactions au 3210. Êtes-vous concerné par la primaire? Avez-vous envie de voter? Qui, selon vous, a gagné ces débats télévisés? J'attends avec curiosité vos réactions. Emmanuel tenait hier soir à Marseille son tout premier meeting en tant que candidat à la présidentielle. Et voilà ce que lui inspirent les débats dans le cadre de primaires. Les débats des primaires, ce ne sont pas des débats sur des petites propositions ou des petits désaccords. Ce sont des débats entre des femmes et des hommes qui ne partagent plus le même projet pour le pays, la même vision du pays, qui ne veulent pas le même pays. Ce sont surtout des débats de syndics de copropriété. Parce qu'ils cherchent à trouver les moyens de s'organiser pour que, au moins, les intérêts financiers et ceux du parti soient bien défendus. Emmanuel Macron au micro RTL d'Olivier Bost pour RTL, donc à Marseille. François Hollande préside aujourd'hui un conseil. C'est un véritable vainqueur, pour ce débat. Oh, écoutez, ça, j'en sais rien, c'est vraiment pas à moi de le dire. Et vos confrères, généralement, nous mettent des classements, donc je les laisse faire. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai trouvé que ce débat était très, très intéressant, en fait, parce qu'il permet de révéler les personnalités de chacun, les courageux, les fragiles, ceux qui, en réalité, ont des problèmes
projet de rupture véritable et qui peuvent d'autant plus le faire, en tout cas c'est mon cas, que ils ont trouvé que dans le passé on a calé, reculé et qu'aujourd'hui certains ne sont pas forcément aussi bien placés pour pouvoir dire qu'ils vont faire ce qu'ils n'ont pas fait hier. Il a parlé aux Français de droite et du centre, c'est-à-dire au corps électoral de l'élection primaire. Et il a parlé de tous les sujets, comme l'ont pu le faire, ou essayer de le faire aussi ses concurrents. Mais je pense avec une détermination et aussi une capacité quand même à montrer quelles étaient les solutions qu'il proposait. C'est clair, c'est précis, c'est net, c'est cohérent, c'est carré. 7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Troisième et dernier débat entre les 7 candidats de la primaire, de la droite et du centre hier soir. Alba, ma question est simple, qui l'a emporté? François Fillon, je trouve que celui que l'on n'attendait pas dans cette campagne finalement a encore été très bon. C'est ce que je vous disais lors du précédent débat. Et hier soir, il a confirmé. On a vu un François Fillon très en place dans son registre, très à droite, conservateur, s'adressant encore une fois à l'électorat catholique. Vous avez vu lorsqu'il a lancé en conclusion, en référence à Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Écoutez, c'est comme si les sondages l'avaient regonflé à bloc, ces fameux sondages qui, paraît-il, ne l'intéressaient pas. Voyons. Hier soir, il a fait preuve d'autorité, de fermeté. Et ce qui est étonnant, c'est que cette autorité, on ne l'avait pas vue avant. Ce qui l'emportait chez François Fillon, c'était plutôt son côté taciturne et presque résigné. Vous savez, le collaborateur de Nicolas Sarkozy. Alors c'est vrai qu'on a toujours souligné le sérieux de son programme, mais jusqu'à ces débats, il ne parvenait pas à trouver de l'écho. Les débats lui ont permis de se révéler. Donc il a les moyens de bousculer effectivement Alain Juppé et Nicolas Sarkozy? Oui, mais alors ça ne veut pas dire que c'est lui qui va gagner ou qui va virer en tête. Ça, personne n'en sait rien. D'autant qu'il a quand même été bousculé hier soir, à la fois par Alain Juppé, qui est allé le chercher sur la réduction du nombre de fonctionnaires, par Jean-François Copé, qui lui a reproché de ne pas avoir fait ce qu'il propose aujourd'hui. Et c'est vrai que François Fillon, il dit je veux me débarrasser de ceux qui font les programmes scolaires, mais il l'a pas fait avant. Il veut supprimer l'USF, il ne l'a pas fait avant. Il veut revenir aux 39 heures, il ne l'a pas fait avant non plus. Donc oui, François Fillon s'est clairement inscrit dans un débat à 3, mais il a face à lui un Alain Juppé qui reste solide. Il a été très à l'aise hier soir, l'ancien Premier ministre. Et un Nicolas Sarkozy qui est très énergique, qui a réussi à mettre en avant son expérience de chef d'État. Même si on l'a vu, il a perdu ses nerfs sur la question du financement de sa campagne. Et si lui aussi, comme François Fillon, mais plus encore, est renvoyé à son bilan. Cela dit, ce que je note, c'est que les fois précédentes, c'était tous contre Sarkozy. Et hier soir, ça n'a pas été le cas. Et les autres candidats, Alba, vous les avez trouvés comment? Moi, j'ai trouvé NKM très bonne. Elle mérite sa place dans ce débat. Je ne sais pas si elle a gagné ses galons pour un futur ministère de la Défense, mais hier soir, elle a montré que le sujet l'intéressait au plus haut point. Oui. Vous avez remarqué aussi. Écoutez, Bruno Le Maire, il pâtit de son côté trop techno, trop intello. Jean-François Copé, il s'exprime bien, mais il reste malheureusement pour lui inaudible. Et Jean-Frédéric Poisson, il lui arrive encore de se noyer. C'est facile. Oui, je sais, je l'aime bien celle-là. Globalement, c'était un débat dans lequel il y a eu de bons échanges. Je pense notamment sur l'éducation, sur le collège unique ou sur la politique internationale. Mais alors sur la forme, une catastrophe. C'était la foire avec des candidats empêchés de répondre, qui se rebiffent contre les présentateurs. Ça partait dans tous les sens. Et ça, je trouve que c'est dommage. La non-préparation, l'absence de préparation d'un débat qui est venu gâcher justement la qualité de ce débat. Et nous débattrons à 8h20, 8h15, même très exact, 2 jours maintenant de l'élection. Prenez la parole. Un seul numéro. Calvi vous écoute au 3210. Bonjour Mickaël. Oui, bonjour Yves. Vous nous appelez du département d'Eure-et-Loire, merci d'écouter RTL. Voilà, on souhaitait ce matin entendre des auditeurs nous dire s'ils allaient participer à cette primaire, s'ils avaient été intéressés par les débats en général et s'ils se sentaient concernés. Eh bien, vous avez le droit de répondre aux 3 questions. Voilà, écoutez, moi j'ai déjà, bien sûr, j'ai voté à la primaire. Je suis un sympathisant de droite depuis que je vote, c'est-à-dire depuis 17 ans, j'ai 35 ans, donc voilà, j'ai toujours été à droite. J'ai déjà mon candidat qui est Sarkozy, parce que c'est le candidat qui, pour moi, est capable de relever le challenge qui va être difficile. Sauf que hier, j'ai quand même trouvé un François Fillon très fort. Vraiment très fort. Et clairement, aujourd'hui, au vu des sondages, en tout cas, si on peut encore se fier aux sondages, en tout cas, si Sarkozy devait ne pas être au 2e tour, eh ben je voterai pour François Fillon au 2e tour. Parce que moi, mon objectif, en tout cas, dans cette primaire, c'est de faire barrage à Alain Juppé. Il est trop vieux, il est trop mou. C'est un François Hollande, pour moi, en puissance 10.
Donc je ne veux surtout pas d'Alain Juppé. Mickaël, vous avez été très clair dans vos engagements, dans vos choix et même dans votre choix de repli, si j'ai bien compris, en tout cas concernant François Fillon. Merci de nous avoir appelés et restez avec nous. À 8h15, vous savez, on débat avec Alain Duhamel et merci d'écouter RTL. Vous ne partez pas les mains vides, Mickaël, puisqu'à l'occasion de la sortie du nouvel album Souchon-Woolsey, le concert en partenariat avec RTL, eh bien on vous offre le double CD rien que pour vous. Clap de fin avant le premier tour de la primaire de droite. Les 7 candidats se sont retrouvés pour une dernière fois ce soir pour l'ultime débat où il a été question en vrac d'Emmanuel Macron, de Donald Trump et de thèmes aussi divers que la lutte contre le terrorisme, l'Europe, l'environnement, l'école. Les favoris des sondages, comme leurs challengers, ont lancé leur dernière salve avant le vote de dimanche. Il y a eu des sourires en coin, pas véritablement de clash. Les temps forts avec Julien Gasparuto. Ils sont arrivés les uns après les autres, sans jamais se croiser. Ambiance très tendue à l'ouverture de ce troisième débat. Rapidement, Nicolas Sarkozy est interrogé sur les soupçons de financement libyen dans la campagne présidentielle de 2007. Colère froide de l'ancien chef de l'État. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Deuxième échange musclé quelques minutes plus tard entre Jean-Pierre Elkabbach et Bruno Le Maire. À la tête de la coalition ne laissons pas le monopole du renouvellement politique à la gauche. Pourquoi ça ne fonctionne pas alors avec vous? Et qu'est-ce qui vous dit Jean-Pierre Elkabbach? Qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas fonctionner? Vous connaissez déjà le résultat de dimanche. Je suis candidat à la primaire. Ça mérite tout simplement le respect de votre part. Voix pour les passes d'armes. Après une longue séquence internationale très sérieuse, le débat revient en France sur les questions sociales. La plupart des candidats souhaitent durcir les conditions d'accès aux minima sociaux. Nicolas Sarkozy et François Fillon proposent une allocation unique. Depuis le début, on aurait là un instrument extrêmement souple qui permettrait de répondre à ce cri de colère de beaucoup de Français qui ont le sentiment de travailler pour ceux qui ne travaillent pas. Personne, avec les minima sociaux, ne serait en situation de gagner autant qu'un travailleur. Sur ce débat. Alain Juppé, lui, avance une autre solution. Je ne suis pas favorable à une allocation unique parce qu'on n'arrivera jamais à mélanger l'allocation au logement, les allocations familiales et le RSA. Je suis favorable à un compte personnel qui permette de calculer pour chaque personne la totalité des prestations qu'elle reçoit. Loin des échanges très enlevés du précédent débat, cette ultime confrontation sera restée très terne. Une crispation qui s'explique sans doute par la proximité du scrutin. Et nous allons retrouver Patricia Issa en direct à la sortie des studios de Saint-Cloud où a eu lieu le débat ce soir. Patricia, quelle était l'ambiance entre les candidats ? Alors écoutez Francis, pour tout vous dire, je suis à l'intérieur du studio et le débat est encore en train de se dérouler. Les 7 candidats continuent de confronter leurs idées et cela fait maintenant plus de 2 heures que cela dure. Pour tout vous dire, l'ambiance était au début un peu tendue et puis petit à petit, les sourires sont arrivés, les quelques échanges même de petits mots entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy notamment qui sont côte à côte sur le plateau. Il y a eu bien sûr quelques passes d'armes mais rien de franchement flagrant ce soir. Comme le disait mon confrère Julien Gasparuto, ce débat était un peu terne. Alors, ils sont encore en train de débattre. Je vous le rappelle, le premier tour de la primaire, c'est dimanche prochain. Alors, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon ne sont pas sortis de leur ligne. Ils maintiennent le cap et gardent leur calme. Merci Patricia, ne parlez pas trop fort puisque vous le disiez, le débat se poursuit encore pendant quelques minutes et on va en faire le duel politique du Grand Soir 3. Bonsoir Judith Vintraube du Figaro et bonsoir Anne aux Enchères de l'Express désormais. Il faut que je m'y habitue. Oui. C'est parti pour 5 minutes de débat. Le dernier débat, vous l'avez suivi évidemment. Est-ce qu'il y a un gagnant ce soir ou un perdant peut-être aussi ? J'ai trouvé quand même qu'on sent que François Fillon a le vent dans le dos et qu'il était un peu plus à l'aise que les autres qui se montraient fébriles, il y avait des petits passages à vide pour Alain Juppé ou même pour Nicolas Sarkozy. Après, il n'a pas eu beaucoup de contestations parce qu'il a développé de façon très claire et nette, notamment sur l'éducation, son projet. C'est vrai que ça donnait... Mais personne ne lui a dit « mais vous avez été ministre de l'Éducation, puis vous avez été Premier ministre ». Donc bon, c'est vrai qu'il a un petit côté l'outsider.
outsider qui arrive, mais pour vous, c'est qui le gagnant? Eh ben, on est encore d'accord, parce que je vais dire pareil. Vous regardez trop la télé, vous regardez trop les sondages, je vous l'assure. J'étais sûre que vous alliez m'accuser. Parce que c'est évident. M'accuser de suivre les sondages. Non, je vais vous dire pourquoi j'ai trouvé que Fillon s'en était le mieux sorti, parce qu'il a réussi, et notamment dans cette controverse avec Juppé sur les fonctionnaires, sur les emplois, la réduction des emplois publics, du nombre de fonctionnaires, à marquer vraiment sa différence. Oui, son programme est un programme de réforme radicale. L'adjectif a été prononcé par un journaliste qui, bizarrement, s'est senti obligé de s'excuser. D'ailleurs, il y a des choses à dire sur la façon dont le débat a été animé, conduit et tenu. C'est parce que vous n'y étiez pas. Et pas très bien tenu, parce que vous n'y étiez contrairement pas, aux deux précédents. Je n'étais pas non plus. Mais peut-être que vous auriez souhaité être. Donc Fillon, parce qu'il a réussi à faire passer le message qui résume sa candidature, je serai le président du changement radical. Oui. Alors, est-ce qu'il y a, parmi les challengers, dans ce cas, un candidat qui vraiment est sorti au cours de cette primaire? Fillon, excusez-moi, si on parle oublions des les trois, parce que Juppé, Fillon, Sarkozy, aujourd'hui, ça fait partie des... Ce qui est quand même incroyable, Francis, c'est qu'il y a eu des vérités hebdomadaires dans cette primaire. Au début, on a dit... c'est le blast Sarkozy qui va tout prendre sur son passage. Après, c'est plié, c'est Juppé, mais c'était quand même dans un match à deux. Et maintenant, tout d'un coup, il y a une espèce de dynamique. François Fillon, on verra bien jusqu'où il ira, mais qui vient ébranler quand même ce match fermé à deux. François Fillon, il menace qui? Plutôt Alain Juppé ou plutôt Nicolas Sarkozy? Alors justement, pour l'instant, normalement... Alain Juppé bénéficie, j'allais dire Nicolas Juppé, c'est pour dire la confusion dans laquelle je suis, bénéficie d'avance qui reste assez confortable, quoi qu'elle soit dans la marge d'erreur. Là, dans le dernier sondage IFOP, ils sont à moins de 5 points les uns des autres. On est complètement dans la marge d'erreur. Et normalement, disons que il y a deux, comme j'ai dit, la réforme radicale. Comme j'ai dit, la réforme radicale, normalement, ceux qui veulent des changements nets devraient arbitrer entre François Fillon et Nicolas Sarkozy. D'accord, c'est clair. Si vous voulez, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait cette logique de dire beaucoup choisissaient Alain Juppé pour faire barrage à Nicolas Sarkozy et choisissaient même Nicolas Sarkozy pour faire barrage à Juppé. Ça, on l'a un peu moins dit, mais ça existe aussi. Oui, non, mais ça n'existe quasiment pas. Le taux d'adhésion à la candidature, les gens qui votent Sarkozy parce qu'ils adhèrent à ce qu'il propose et à ce qu'il est. Moi, j'ai rencontré des électeurs qui disaient je ne veux pas d'Alain Juppé et Nicolas Sarkozy est le mieux placé pour le battre. Il ne représente pas mes idées, etc. Moi, je rencontre chez François Fillon. Alors ça dépend où vous êtes. Donc toujours est-il que... Ce qui veut dire que c'était très flou tout ça. Oui, exactement. Mais je trouve surtout qu'il y a une espèce désormais de pudeur des sondeurs qui a quand même peut-être un petit effet Trump là-dessous et qu'en effet les marges d'erreur ont été un petit peu revues. Et des éditorialistes qui vont avec parfois aussi peut-être. Oui, peut-être. On va revenir maintenant sur un qui n'est pas dans la primaire, c'est Emmanuel Macron qui a annoncé sa candidature hier. Est-ce qu'il peut bousculer, parce que ça je l'ai lu dans les éditos aussi, la primaire de droite ou brouiller les repères? Moi, je ne crois pas. La seule façon dont éventuellement il aurait pu les bousculer, c'est de convaincre des électeurs de gauche de ne pas aller voter à la primaire de la droite, de se garder en quelque sorte, d'économiser leur énergie, leur conviction pour lui à gauche. Mais ça me paraît un effet très faible. Il peut quand même un tout petit peu grappiller sur Alain Juppé parce que il y a eu un moment un effet des centristes et un petit nombre d'électeurs de gauche qui se disaient si on veut vraiment pas avoir Nicolas Sarkozy, il faut qu'on aille voter. Là, ils ont éventuellement une autre candidature avec 30 ans de moins, comme on dit. Donc ça peut en dissuader quelques-uns. Maintenant, je vais vous demander de vous mouiller. Ce sera quoi l'affiche finale dimanche soir? Judith? Moi, je dirais Fillon-Juppé. Anne? Moi, je pense quand même que ce sera Juppé-Sarkozy. Ah, d'accord. Eh bien, on verra. On verra la semaine prochaine. Merci, Anne Rosencher. Merci, Judith Vintraube, d'être venue sur ce plateau. Ouvre sur la primaire de droite, évidemment. Libération titre sur la grande régression en parlant des programmes des différents candidats. Le journal parle de purge dans la fonction publique, de libéralisation à tout va, de suppression de l'ISF, un concours de réforme radicale. L'opinion estime que cette primaire a permis de voir ce que la droite a dans la tête et dans le ventre et se félicite au contraire des réformes annoncées destinées à relancer l'économie. Mais la primaire est pleine d'inconnus. En premier lieu, le taux de participation, rappelle le journal. Et puis l'Humanité voit déjà un gagnant, le patronat, dans l'ombre des candidats, parce que selon le quotidien, tous
toutes les idées de la droite reprennent les revendications du MEDEF, à tel point, ironisent nos confrères, que les représentants du patronat ne savent plus quel candidat choisir. Et pour finir, après la gauche plurielle, voici la droite plurielle à la une du quotidien 20 minutes, car chacun des 7 candidats a réussi à affirmer ses différences, est-il écrit en dessous du gros titre. Alors évidemment, pas de débat politique. Martin, bonsoir, merci d'être avec nous sans réseaux sociaux, hein, c'est comme ça. Vous êtes avec nous sur ce plateau ce soir. Il y a eu de l'activité ce soir sur les réseaux sociaux? Il y a eu quasiment autant d'activité que lors du premier débat il y a un mois. Francis, on a compté ce soir près de 200-220 000 tweets sur le temps du débat. Sur le premier débat, on avait compté 225-230 000 tweets. Avec une pointe à 21h20, 2096 tweets à la minute. C'est au moment de la réponse de Nicolas Sarkozy sur les affirmations de Takieddine. Et le tweet le plus reposté, le voilà. On l'interroge sur la Libye. Nicolas Sarkozy répond « Vous n'avez pas honte ». Du coup, il ne répond pas. Malinx, le lynx, un tweet de nos confrères du Lab d'Europe 1. D'ailleurs, il faut noter que sur les 7 candidats, c'est Nicolas Sarkozy qui est le plus cité dans les tweets. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ça? Parce que c'est en pour ou en contre. Nicolas Sarkozy est assez clivant, et notamment sur les tweets, donc en pour ou en contre, il est très cité, donc, généralement. Il y a ce tweet qui a beaucoup circulé. Qu'est-ce qui a été le plus commenté? Alors voilà, alors, il y a également les candidats les plus recherchés. C'est ce qu'on appelle la course de cheval. C'est sur le moteur de recherche Google. Ce sont les recherches au fur et à mesure du débat, pendant le débat, à quoi les gens s'intéressent en regardant le débat, à qui ils s'intéressent. Et le gagnant de cette course de cheval, ce soir, est une gagnante. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui a été le plus recherché sur Google, devant François Fillon et Alain Juppé. Là, ça veut peut-être dire quelque chose. Aux États-Unis, lors des débats américains, Donald Trump était généralement en tête à la course de cheval. Nathalie Kosciusko-Morizet est en tête ce soir. Là, ce serait une grosse surprise. Très grosse surprise. Et enfin, il y a les questions qu'on se pose. Et sur le moteur de recherche Google, toujours, la question la plus posée ce soir est: comment voter à la primaire de la droite? Ça aussi, c'est peut-être un signe sur la mobilisation dimanche. C'est certainement un signe pour dimanche. Merci Martin d'être venu nous dire tout cela. On va retrouver Patricia Issa au studio de Saint-Cloud où se passe le débat de la primaire. Est-ce que le débat touche à sa fin, Patricia? Eh bien, écoutez, Francis, il est 23h30 et le débat continue. Cela fait maintenant 2h30 que les 7 candidats confrontent leurs idées, mais je pense que le temps commence à se faire un peu long, ça trépigne un peu des jambes. Ils sont encore là, juste derrière moi. Ils sont sur la conclusion, bien sûr, mais ils continuent quand même de se reprendre, d'essayer de dire ce qu'ils ont à dire et de donner leur programme aux Français, puisque c'est le dernier débat et ils ont tous conscience que c'est ce soir que les Français les écoutent peut-être pour la dernière fois avant de faire leur choix dimanche prochain. Puisque dimanche prochain, c'est le premier tour de la primaire de la droite. Merci Patricia, ça s'appelle jouer les prolongations comme au théâtre. Le fabriqué en France ne se cache plus. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le vice-président du Front National, Florian Philippot. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio d'RTL. Quel candidat a trouvé grâce à vos yeux hier soir au cours du 3e débat de la primaire de la droite? À vrai dire, je vais être honnête... Aucun, ça vous surprendra pas. Oui, ça surprend, oui, énormément. Parce que j'ai un peu de mal, mais j'ai vraiment un peu de mal à différencier l'ancien président de la République de son ancien Premier ministre pendant 5 ans, de son ancien ministre, Alain Juppé, pour parler des 3 principaux, qui est celui qui a été son ministre des Affaires étrangères, notamment lors de l'affaire libyenne. Donc je vous avoue que moi j'avais le sentiment qu'on avait 7 liquidateurs de la France. 7 personnes qui ont contribué puissamment à liquider tout ce qui fait la France, sa sécurité, sa prospérité, sa grandeur, sa liberté. Et que aujourd'hui, j'ai un peu de mal à les différencier. Et eux-mêmes, manifestement, ont un peu de mal à revenir sur le bilan de leur politique et du quinquennat Sarkozy notamment. On les comprend. Bon, vous comprenez, ou plutôt vous acceptez, vous admettez quand même que cette campagne a permis, par sa tenue d'ailleurs, par son intérêt, alors qu'on annonçait un jeu de massacre il y a quelques mois, de faire les différences entre les programmes, par exemple sur l'économie. Je pense qu'elle a donné l'occasion à chacun d'essayer, avec plus ou moins de succès, d'adopter une posture un peu marketing. Oui, c'est-à-dire que chacun vise... Alain Sarkozy Juppé. nous ressort le Karcher de 2005, c'est-à-dire les grands mots. L'autorité.
Oui, l'homme fort, l'État. L'homme des grands mots, des mots un peu puissants, mais de la main molle quand il est au pouvoir. Donc je crois qu'il y a plus grand monde qui est dupe de ce point de vue-là. Bruno Le Maire, sans succès, manifestement, a voulu parler du renouveau, mais le renouveau, au bout d'un moment, quand ça n'est qu'un mot, ça n'est rien, etc. Et je crois que... Alain Juppé, François Fillon, il faut un petit peu de oui et non, Alain Juppé, Alain Juppé, il a voulu jouer le rassembleur, ce qu'il est peut-être d'ailleurs un peu plus que les autres objectivement, dans son camp en tout cas. Et François Fillon, je ne sais pas, François Fillon, il a essayé de faire oublier qu'il était le Premier ministre pendant 5 ans de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'entre lui et Nicolas Sarkozy, il y a quand même pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Mais la réalité, c'est que aucun encore hier, et c'était frappant dans ce débat, ne nous dit les choses. C'est-à-dire qu'il parle de sujets importants, il parle d'école, il parle d'emploi, il parle de terrorisme, il parle d'immigration. Qu'est-ce qu'ils ne disent pas sur l'école, par exemple? Mais on a parlé du collège unique. Je précise, je vous répondrai, je précise simplement ma pensée. Ils ne nous disent pas que nous ne sommes pas un pays libre. C'est-à-dire qu'ils parlent dans le vide. Et on parle d'immigration sans parler des frontières, alors que nous ne maîtrisons plus nos frontières de leur fait. Ils parlent d'économie sans nous expliquer que nous sommes soumis à une concurrence internationale déloyale, absolument infernale, avec la directive détachement des travailleurs, avec les traités de libre-échange. Alors, vous permettez qu'on s'arrête parce que ça intéresse je pense que ces grands sujets-là, tant qu'ils ne sont pas dits clairement aux Français, on parle dans le vide. Alors, sur l'école, le gouvernement qui sera en place en mai 2017, après l'élection, sera tout à fait en mesure de mettre en œuvre les réformes dont elle a été question hier. Bien, alors moi je n'ai pas retenu d'idée forte sur l'école hier. Ça c'est autre chose. C'est quand même un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qu'il propose. Moi ce que je peux vous dire, c'est que l'école, il faudrait de manière urgentissime remettre à partir de l'école primaire, qui est la base de tout, l'école sur ses pieds, c'est-à-dire sur ses fondamentaux. C'est ce qui a été dit d'ailleurs hier soir. Vous êtes assis en ligne avec un certain nombre de candidats hier soir. Oui, mais les mêmes ont déjà dit la même chose il y a 10 ans. Entre-temps, ils ont eu le pouvoir, ils ont fait l'inverse. Et vous avez la virginité. Et je crois qu'on avait d'ailleurs François Fillon qui a été ministre de l'Éducation nationale et qui n'a pas laissé un grand souvenir à ce poste, mais consacrer au moins la moitié de l'enseignement en l'école primaire aux Français. Consacrer au moins la moitié de l'enseignement, 1 heure sur 2. Je crois que c'est l'essentiel parce qu'aujourd'hui, un gamin sur 5 ou sur 4 arrive en 6e sans maîtriser la langue, à l'écrit comme à l'oral, ce qui est un vrai problème. Supprimer le collège unique. Oui, moi ça me fait pas peur. Supprimer le collège unique parce que moi je n'ai pas peur de dire qu'il faut revaloriser l'enseignement professionnel, l'apprentissage et le travail manuel. Donc vous faites une entrée en 6e différenciée. Il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus le socle commun de la 6e à la 3e. On peut imaginer 2 ans de socle commun et l'idée qu'il faille ensuite mieux orienter les gamins qui s'ennuient, qui ont le sentiment qu'ils sont sur une voie de garage ou qu'ils vont se perdre dans un enseignement qui n'est pas fait pour eux, et en même temps revaloriser puissamment dans l'esprit public, dans l'esprit collectif, ce qu'est l'enseignement professionnel, parce qu'aujourd'hui, la France doit produire de très bons ingénieurs, de très bons ouvriers si elle veut aller vers la voie du progrès, de la réindustrialisation. Un tout petit mot aussi, encore une fois, sur la tenue de cette campagne. Il y a un fort engouement, un fort intérêt, on le voit dans les audiences, on voit dans les clics, les personnes qui vont sur le site du Parti Les Républicains pour savoir comment voter. Cet engouement-là, vous le comprenez ? Vous l'admettez ? Les Français qui vont voter auront l'impression d'aller choisir leur futur président de la République ? Je veux dire, cette famille politique correspond à une partie de la société française. Donc qu'il y ait des électeurs dimanche et dimanche d'après n'est pas très étonnant. Il y en avait eu lors des primaires précédentes. Honnêtement, je suis parfaitement incapable de vous le dire. Moi, simplement, je sais que ça n'est pas notre affaire et que au final, il y aura de toute façon, pour ceux qui y croient encore à ces postures, et je crois qu'il y a plus grand monde qui y croit, il y aura de toute façon un effet déceptif. Parce que ces gens-là sont dans la main de Bruxelles. Ils concourent au poste de vice-chancelier Mme Merkel. Et non, mais ça veut dire que c'est un vrai et grand sujet. Mais est-ce que sur l'ordre d'arrivée, il peut y avoir une surprise ? Que le suspense de ces derniers jours vous semble à même de donner une surprise dimanche soir ? Étant donné que les derniers sondages sont très serrés, il peut toujours y avoir des surprises. Et je ne sais pas d'ailleurs si ce sera une surprise, puisque manifestement la surprise est attendue. Est-ce que les électeurs du Front National vont aller voter ? Je ne crois pas. Enfin, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Je ne le crois pas du tout parce que ça n'est pas notre affaire. J'ai bien vu qu'ici et là, quelques-uns, pour des raisons stratégiques, nous demandaient s'il fallait aller voter. Moi, je leur dis non. Je leur conseille plutôt de ne pas y aller. Ah bon ? Ça n'est pas notre affaire. Je crois que ces jeux de dupes, on a donné. La société française a donné. Il y a eu 2007, il y a eu toutes les promesses faites. Il y a eu 2012, toutes les promesses faites. Et à chaque fois, les Français ont été trompés. Or, ce sont les mêmes qui concourent. Il n'y a aucun renouvellement dans cette primaire. Absolument aucun.
voter. Inutile de vous demander si vous irez voter. Et moi, je n'irai pas voter. Non. Faire par les autres. À propos de, encore une fois, je garderai mes 2 €. Des propositions économiques, puisque effectivement, c'est 2 € qu'il va falloir aligner dimanche soir pour je les offrirai à Monsieur Copé pour qu'il s'achète une dizaine de pains au chocolat. Ah, voilà, ça c'est fait. Petit message à Jean-François Copé au passage. En ce qui concerne les propositions économiques, il a été question hier du protectionnisme après l'élection de Donald Trump. D'abord, est-ce que l'isolationnisme économique de Donald Trump est une menace pour la France ? Non, je ne crois pas du tout. Je pense que c'est le sens du monde. Il y a un mouvement du monde vers le protectionnisme. Je crois que l'ère des grands traités de libre-échange, que ce soit le CETA avec le Canada, qui malheureusement a été signé dans le dos des Français, que ce soit le TAFTA, est terminé. C'est une vieille époque. L'époque où on considérait qu'il fallait ouvrir grand les frontières sans protection, sans rien. On voit que ça enrichit une toute petite minorité, mais que ça appauvrit le plus grand nombre, notamment les travailleurs, les salariés, qui sont très appauvris. Le protectionnisme, il peut être très intelligent, il n'est pas forcément agressif. Comment on répond protectionnisme de Donald Trump? Il est même écolo. Quand il s'agit de se protéger de pays qui ne respectent aucune norme environnementale, aucune norme sociale, moi je trouve Donald ça social, Trump est pas franchement écolo. Donald Trump ne veut pas franchement orienter sa politique économique. Non, c'est un point de désaccord d'ailleurs qu'on peut avoir avec lui. Tout à fait. Mais alors, donc, est-ce que vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé, par exemple, qui hier soir plaident pour des barrières douanières et un certain nombre de protections aux frontières? Ce sont les candidats protecteurs et les présidents laissés faire, ou les ministres laissés faire quand ils sont au pouvoir. Non, bien sûr qu'ils ne feront jamais le protectionnisme. Ils ont toujours combattu le protectionnisme et les traités européens qu'ils ont fait passer en force en France, même contre le référendum de 2005, interdisent formellement le protectionnisme. Vous avez des contacts Donc avec il faut se libérer d'abord et retrouver notre souveraineté nationale pour pouvoir faire du protectionnisme. Et on ne peut pas être et avoir été. Ça n'est pas possible. Non, on a mais été surtout au pouvoir et qu'on a été battu, il est illégitime de vouloir le reconquérir, même si on dit qu'on a compris les leçons. On peut faire un examen de conscience. Là où ça n'est plus crédible, c'est quand on a déjà fait les mêmes promesses avant même d'avoir été au pouvoir. Là, il y a un problème. Ouais. Donald Trump, qui fait des promesses et qui, à peine élu déjà, est en train de les recolorer, est en train de modérer ses propos, notamment Obamacare. Non, mais vous ne savez pas. Mais attendez, son mandat va durer 4 ans. Ça me fait penser au Brexit quand on expliquait juste après le vote que ça y est, on remettait en cause déjà le Brexit, et pas du tout. Le Brexit se passe et il se passe très bien. Le leader du Brexit, Monsieur Johnson, on nous expliquait qu'il avait fui dans la nature et il se trouve qu'en réalité il a été nommé ministre des Affaires étrangères britannique. Donc Monsieur Trump, ça fait 3 jours qu'il a été élu ou 1 semaine, on verra bien. On lui accorde le bénéfice du doute au Front National. C'est sûr. La justice autorise Jean-Marie Le Pen à garder un pied, même plus qu'un pied, au Front National. Vous comprenez la décision de justice hier qui effectivement valide l'exclusion du bureau exécutif, mais comme il reste président président d'honneur du parti, il peut participer à toutes les actions. C'est-à-dire que l'essentiel que nous demandions, c'est-à-dire l'exclusion de Jean-Marie Le Pen comme adhérent, a été validé, accepté par la justice. De ce point de vue-là, c'est une grande victoire. Et je crois que ça y est, cette page est tournée. Qu'ensuite la justice ajoute un peu bizarrement, comme un cheveu sur la soupe, mais il peut rester président d'honneur. Je crois que ça fait rire dans les chaumières. Imaginez quelqu'un qui serait président d'honneur sans être adhérent, qui dirige même une structure concurrente du Front National, puisqu'il a créé ses propres comités. Il y a un problème de statut alors, non? Non, je crois pas. Il y a un problème de bizarrerie judiciaire, mais ça n'a aucune incidence en réalité sur la vie du mouvement. Bon. Un dernier. C'est une affaire qui est passée depuis longtemps, une page qui est tournée. La Rose Bleue, Jean-Marie Le Guen, hier, à votre place, a dénoncé une falsification. Le Front National habille, en l'occurrence, d'un symbole qui n'est pas son histoire, qui n'est pas sa tradition, la rose. Ah, je ne savais pas que il y avait des fleurs étaient déposées et appartenaient à tel ou tel parti ou tel ou tel autre symbole. Échappé, la rose du Parti Socialiste. Non, mais je veux dire, on peut avoir cette lecture politique et de dire la rose, oui, c'est le symbole plutôt de la gauche, mais la couleur bleue, c'est plutôt le symbole de la droite. Et on va dépasser ces vieux clivages. On va être là pour rassembler les Français au-dessus de ces vieux clivages qui sont quand même globalement dépassés. Merci Florian Philippot d'avoir été l'invité d'RTL ce matin. Florian Philippot, pour qui cette primaire de la droite est avant tout une opération marketing. De toute façon, ces gens-là sont dans la main de Bruxelles, vient de nous dire le vice-président du Front National, qui ne recommande pas aux sympathisants FN d'aller participer à cette primaire. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Elisabeth, on vous retrouve, vous, dimanche soir, pour notre grande soirée consacrée à la primaire de la droite et du
avec Marie Guerrier pour le journal. Bonjour Marie. Bonjour Yves, bonjour à tous. Personne n'est vraiment sorti vainqueur du dernier débat de la primaire et de la droite. Oui, vous le disiez à l'instant, un sondage de fin d'émission donne la faveur à Alain Juppé, un autre sondage à François Fillon. Un débat marqué par la très vive réaction de Nicolas Sarkozy quand il a dû répondre à une question sur le financement supposé de sa campagne 2007 par de l'argent libyen. Dans l'actualité... Le dernier débat télévisé avant le premier tour de la primaire de la droite est apparu beaucoup plus convenu que les précédents. Alors il a été question de la politique étrangère de la France, de l'état de l'Europe, de l'éducation. Bonjour Dominique Tenza. Bonjour. Les trois candidats en tête des sondages, Juppé, Sarkozy, Fillon, ont évité les attaques trop frontales. On va y revenir dans un instant. Il y a d'abord cette scène entre Nicolas Sarkozy et David Pujadas, le moment le plus tendu de la soirée. Oui, alors que le journaliste interroge les candidats chacun leur tour sur des thèmes d'actualité, l'ancien président a droit, lui, à une question sur les affaires. A-t-il financé sa campagne de 2007 avec l'argent de la Libye, comme l'affirme l'homme d'affaires Ziad Takieddine? Une question à laquelle Nicolas Sarkozy ne s'attend manifestement pas. Quelle indignité. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. La colère froide de l'ancien président et un réel moment de tension sur le plateau. Et sur le débat proprement dit, Dominique, chacun est finalement resté sur ses rails. Oui, alors qu'on aurait pu s'attendre, vu les sondages très serrés, à davantage de prise de risque de la part notamment des trois favoris, Juppé, Fillon, Sarkozy. Or, ils sont restés fidèles à la stratégie développée depuis le premier débat qui consiste à se placer au-dessus des petites altercations, peut-être pour ne pas trop s'abîmer. Il aura fallu attendre presque 2 heures, dommage pour les couche-tôt, 2 heures avant d'assister à la première confrontation directe Juppé-Sarkozy à propos de l'immigration. Écoutez. Avec Alain, je pense que nous avons une autre divergence. Je pense qu'il ne mesure pas l'incandescence de la colère à propos des phénomènes migratoires. Je voudrais simplement dire à Nicolas que ramener le problème des flux migratoires à celui du regroupement familial, c'est vraiment prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Vous l'entendez, ce n'est pas non plus très violent. La vraie confrontation hier soir, elle avait surtout lieu entre candidats et journalistes, ce qui a parfois donné l'impression d'une véritable cacophonie. On va maintenant passer aux questions de société, Jean-Pierre. À tout à l'heure. Non, il faut qu'on puisse parler, Laurent. Très rapidement, Vous êtes en train de nous couper la parole sur des sujets absolument fondamentaux. Voilà, difficile parfois de s'y retrouver. Au final, les trois favoris restent les mêmes. Juppé, Fillon, Sarkozy dans un mouchoir de poche alors que la campagne officielle se termine ce soir à minuit. Dominique Tenza du service politique d'RTL. Jean-François Copé, à la sortie du plateau, a jugé le débat intéressant. Chacun a pu dire un peu ce qu'il avait sur le cœur et se montrer tel qu'il est surtout. Les solides sont solides, comme je dis dans ces cas-là, et puis les fragiles sont fragiles. Donc c'était intéressant de voir cela, et puis ça m'a permis en tout cas de dire aux Français ma passion pour le projet que je défends pour eux, celui d'une droite décomplexée qui rétablirait le commandement, l'esprit de décision. Maintenant rendez-vous dimanche. Cette fois ce sera plus les sondages, ce sera pas les commentaires de presse, ce sera les électeurs. Jean-François Copé, micro RTL de Jacques Serret. Nathalie Kosciusko-Morizet s'est démarquée à la fin de ce débat en reconnaissant qu'elle n'allait pas remporter la primaire et en moquant ses adversaires qui ont tous proclamé à un moment ou à un autre qu'ils allaient gagner, même s'ils savaient que c'était faux. L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, donne sa voix à François Fillon. Il explique au Figaro que c'est un homme sérieux et honnête, qu'il croit ce qu'il dit et fera ce qu'il dit. Alors, dimanche sur RTL, une soirée spéciale, un premier tour de la primaire de la droite et du centre, de 20h à 23h, présenté par Marc-Olivier Fogiel, avec bien entendu notre service politique, les éditorialistes, beaucoup d'invités également. Et je vous rappelle que ce matin, nous attendons vos réactions au 3210. Êtes-vous concerné par la primaire? Avez-vous envie de voter? Qui, selon vous, a gagné ces débats télévisés? J'attends avec curiosité vos réactions. Emmanuel tenait hier soir à Marseille son tout premier meeting en tant que candidat à la présidentielle. Et voilà ce que lui inspirent les débats dans le cadre de primaires. Les débats des primaires, ce ne sont pas des débats sur des petites propositions ou des petits désaccords. Ce sont des débats entre des femmes et des hommes qui ne partagent plus le même projet pour le pays, la même vision du pays, qui ne veulent pas le même pays. Ce sont surtout des débats de syndics de copropriété. Parce qu'ils cherchent à trouver les moyens de s'organiser pour que, au moins, les intérêts financiers et ceux du parti soient bien défendus. Emmanuel Macron au micro RTL d'Olivier Bost pour RTL, donc à Marseille. François Hollande préside aujourd'hui un conseil. C'est un véritable vainqueur, pour ce débat. Oh, écoutez, ça, j'en sais rien, c'est vraiment pas à moi de le dire. Et vos confrères, généralement, nous mettent des classements, donc je les laisse faire. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai trouvé que ce débat était très, très intéressant, en fait, parce qu'il permet de révéler les personnalités de chacun, les courageux, les fragiles, ceux qui, en réalité, ont des
projet de rupture véritable et qui peuvent d'autant plus le faire, en tout cas c'est mon cas, que ils ont trouvé que dans le passé on a calé, reculé et qu'aujourd'hui certains ne sont pas forcément aussi bien placés pour pouvoir dire qu'ils vont faire ce qu'ils n'ont pas fait hier. Il a parlé aux Français de droite et du centre, c'est-à-dire au corps électoral de l'élection primaire. Et il a parlé de tous les sujets, comme l'ont pu le faire, ou essayer de le faire aussi ses concurrents. Mais je pense avec une détermination et aussi une capacité, quand même, à montrer quelles étaient les solutions qu'il proposait. C'est clair, c'est précis, c'est net, c'est cohérent, c'est carré. 7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Troisième et dernier débat entre les 7 candidats de la primaire de la droite et du centre hier soir. Alba, ma question est simple, qui l'a emporté? François Fillon, je trouve que celui que l'on n'attendait pas dans cette campagne finalement a encore été très bon. C'est ce que je vous disais lors du précédent débat. Et hier soir, il a confirmé. On a vu un François Fillon très en place dans son registre, très à droite, conservateur, s'adressant encore une fois à l'électorat catholique. Vous avez vu lorsqu'il a lancé en conclusion, en référence à Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Écoutez, c'est comme si les sondages l'avaient regonflé à bloc, ces fameux sondages qui, paraît-il, ne l'intéressaient pas. Voyons. Hier soir, il a fait preuve d'autorité, de fermeté. Et ce qui est étonnant, c'est que cette autorité, on ne l'avait pas vue avant. Ce qui l'emportait chez François Fillon, c'était plutôt son côté taciturne et presque résigné. Vous savez, le collaborateur de Nicolas Sarkozy. Alors c'est vrai qu'on a toujours souligné le sérieux de son programme, mais jusqu'à ces débats, il ne parvenait pas à trouver de l'écho. Les débats lui ont permis de se révéler. Donc il a les moyens de bousculer effectivement Alain Juppé et Nicolas Sarkozy? Oui, mais alors ça ne veut pas dire que c'est lui qui va gagner ou qui va virer en tête. Ça, personne n'en sait rien. D'autant qu'il a quand même été bousculé hier soir, à la fois par Alain Juppé, qui est allé le chercher sur la réduction du nombre de fonctionnaires, par Jean-François Copé, qui lui a reproché de ne pas avoir fait ce qu'il propose aujourd'hui. Et c'est vrai que François Fillon, il dit je veux me débarrasser de ceux qui font les programmes scolaires, mais il l'a pas fait avant. Il veut supprimer l'USF, il ne l'a pas fait avant. Il veut revenir aux 39 heures, il ne l'a pas fait avant non plus. Donc oui, François Fillon s'est clairement inscrit dans un débat à 3, mais il a face à lui un Alain Juppé qui reste solide. Il a été très à l'aise hier soir, l'ancien Premier ministre. Et un Nicolas Sarkozy qui est très énergique, qui a réussi à mettre en avant son expérience de chef d'État. Même si on l'a vu, il a perdu ses nerfs sur la question du financement de sa campagne. Et si lui aussi, comme François Fillon, mais plus encore, est renvoyé à son bilan. Cela dit, ce que je note, c'est que les fois précédentes, c'était tous contre Sarkozy. Et hier soir, ça n'a pas été le cas. Et les autres candidats, Alba, vous les avez trouvés comment? Moi, j'ai trouvé NKM très bonne. Elle mérite sa place dans ce débat. Je ne sais pas si elle a gagné ses galons pour un futur ministère de la Défense, mais hier soir, elle a montré que le sujet l'intéressait au plus haut point. Oui. Vous avez remarqué aussi. Écoutez, Bruno Le Maire, il pâtit de son côté trop techno, trop intello. Jean-François Copé, il s'exprime bien, mais il reste malheureusement pour lui inaudible. Et Jean-Frédéric Poisson, il lui arrive encore de se noyer. C'est facile. Oui, je sais, je l'aime bien celle-là. Globalement, c'était un débat dans lequel il y a eu de bons échanges. Je pense notamment sur l'éducation, sur le collège unique ou sur la politique internationale. Mais alors sur la forme, une catastrophe. C'était la foire avec des candidats empêchés de répondre, qui se rebiffent contre les présentateurs. Ça partait dans tous les sens. Et ça, je trouve que c'est dommage. La non-préparation, l'absence de préparation d'un débat qui est venu gâcher justement la qualité de ce débat. Et nous débattrons à 8h20, 8h15 même, très exact, 2 jours maintenant de l'élection. Prenez la parole. Un seul numéro. Calvi vous écoute au 3210. Bonjour Mickaël. Oui, bonjour Yves. Vous nous appelez du département d'Eure-et-Loire, merci d'écouter RTL. Voilà, on souhaitait ce matin entendre des auditeurs nous dire s'ils allaient participer à cette primaire, s'ils avaient été intéressés par les débats en général et s'ils se sentaient concernés. Eh bien, vous avez le droit de répondre aux 3 questions. Voilà, écoutez, moi j'ai déjà, bien sûr que j'ai voté à la primaire. Je suis un sympathisant de droite depuis que je vote, c'est-à-dire depuis 17 ans, j'ai 35 ans, donc voilà, j'ai toujours été à droite. J'ai déjà mon candidat qui est Sarkozy parce que c'est le candidat qui pour moi est capable de relever le challenge qui va être difficile. Sauf que hier, j'ai quand même trouvé un François Fillon très fort, vraiment très fort. Et clairement aujourd'hui, au vu des sondages, en tout cas, enfin, si on peut encore se fier aux sondages, en tout cas, si Sarkozy devait ne pas être au deuxième tour. Eh ben, je voterai pour François Fillon au deuxième tour. Parce que moi, mon objectif, en tout cas, dans cette primaire, c'est de faire barrage à Alain Juppé. Il est trop vieux. Il est trop mou. C'est un François Hollande, pour moi, en puissance 10. Donc, je ne veux surtout pas d'Alain Juppé. Mickaël, vous avez été très clair dans vos engagements, dans vos choix, et même dans votre choix de repli, si j'ai bien compris, en tout cas, concernant François Fillon. Merci de nous avoir appelés et restez avec nous. À 8h15, vous savez, on débat avec Alain Duhamel. Et merci d'écouter RTL. Vous ne partez pas les mains vides, Mickaël, puisque